bienvenue dans votre émission UCAD Visite Guidée sur la 94.7 UCAD FM, la voix de Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, nous sommes avec Mohamed Bachir Niang, assesseur à la faculté des sciences juridiques et politiques, agrégé en droit privé. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Niang. Qui est le professeur Bachir Niang? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Oui monsieur Niang, je vous remercie pour cette invitation dans les locaux de cette nouvelle radio d'abord, UCAD FM. Qui est le professeur Bachir Niang? Je suis un enfant de ce pays. J'ai fait mes études primaires dans ce quartier même, à Fann Résidence, à l'école Joseph Gomis. J'ai fait toutes mes études secondaires au collège Sacré-Cœur, de la 6e à la terminale. J'ai étudié à l'université Cheikh Anta Diop jusqu'au DEA de droit privé. Ensuite, je suis allé faire une thèse en France, une thèse de doctorat. Au retour de ma thèse en 2007, j'ai été recruté comme assistant à la faculté de droit, agrégé depuis 2011 et assesseur de la faculté de droit. Bon, au-delà de ça, je suis de Dakar, originaire de Bambey, et puis marié et père de 2 enfants. Voilà, merci monsieur Niang. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui peut être assesseur, autant pour moi? Alors, qui peut être... Et quel est son rôle? Qui peut être assesseur? Les assesseurs sont des personnes, des enseignants qui secondent les doyens. Les facultés ont des doyens et les instituts d'université et les écoles ont des directeurs. Ces personnes qui dirigent les facultés et les écoles et instituts, les doyens et les directeurs, sont aidés dans leur tâche quotidienne par des personnes. Sur le plan administratif, très souvent, il y a un chef des services administratifs, et pour tout ce qui concerne la pédagogie, les examens, les séminaires, les cours, etc. Pour tout ce qui concerne la pédagogie, l'enseignement, le doyen est assisté d'un enseignant qu'on appelle un assesseur. Et dans les écoles et instituts, cet enseignant prend souvent le nom de directeur des études. Donc l'assesseur seconde le doyen pour tout ce qui concerne la pédagogie. Il est élu comme le doyen pour un mandat de 3 ans par les enseignants de la faculté et il doit être un enseignant de rang magistral. Ça veut dire que l'assesseur comme le doyen doivent nécessairement être soit des professeurs titulaires ou des professeurs associés. Voilà. Ok, je vois. Donc l'assesseur, c'est comme le censeur au lycée en quelque sorte. C'est lui le responsable de la pédagogie. De la pédagogie, tout à fait. Mais au fait, j'aimerais savoir aussi si c'est l'assesseur du doyen ou bien l'assesseur de la faculté, puisque vous avez dit que l'assesseur est toujours là pour suppléer en quelque sorte, pour assister le doyen. En principe, c'est l'assesseur du doyen. C'est l'assesseur du doyen puisque la fin des fonctions du doyen sonne la fin des fonctions de l'assesseur. Même si l'assesseur est élu par le même collège électoral que le doyen. Le doyen est élu, ensuite le même collège électoral va élire un assesseur. Mais très souvent, ceux qui sont élus comme assesseurs sont soutenus par le doyen qui a déjà été élu. C'est l'assesseur du doyen, il aide le doyen et lorsqu'il prend fonction, le doyen très souvent prend un arrêté pour lui déléguer une partie de ses prérogatives. Mais lorsque vous lisez les dispositions concernant nos facultés, les prérogatives sont exercées soit par les assemblées de facultés ou par le doyen. C'est le doyen qui prend un arrêté pour déléguer une partie de ses prérogatives, tout ce qui concerne la pédagogie, à l'assesseur. Et les textes de l'université prévoient que si les fonctions du doyen cessent, soit par le décès, soit parce que le doyen est nommé ailleurs, soit par la maladie, l'incapacité, les fonctions de l'assesseur cessent immédiatement. Donc, en fonction de tout cela, on peut dire que c'est l'assesseur du doyen. Dans ça, je croyais qu'ils sont au même pied puisqu'ils ont été élus tous les deux. Pas du tout. Mais vu que l'assesseur est l'adjoint de... Non, c'est le doyen qui vraiment s'occupe de la représentation morale de l'institution. Aussi bien sur le plan administratif et sur le plan financier et budgétaire, c'est le doyen qui a les prérogatives. Donc cela veut dire que l'assesseur ne peut pas changer grand-chose en quelque sorte dans le fonctionnement de la faculté. À partir du moment où le doyen, comme je vous l'ai dit, lorsque l'assesseur prend fonction, le doyen prend un arrêté pour lui déléguer une bonne partie des compétences en matière pédagogique, ça veut dire qu'à partir de cet arrêté,
l'assesseur, en réalité, prend toutes les décisions concernant ses prérogatives Donc, en matière de pédagogie. Même si l'assesseur prend le temps, lorsqu'il prend une décision, d'en informer le doyen. C'est l'assesseur très souvent qui propose au doyen la liste des présidents de jury, le calendrier universitaire, quand est-ce qu'on commence le premier semestre, quand est-ce que finit le premier semestre, quand est-ce que commencent les travaux dirigés, le second semestre, les rattrapages. L'assesseur fait tout cela. Ce sont des prérogatives, mais encore une fois, qui lui sont déléguées. Effectivement. Donc l'assesseur peut proposer, mais ça revient au doyen d'approuver en quelque sorte. Oui, mais il y a beaucoup d'actes que l'assesseur prend directement, en réalité. En fait, donc l'assesseur a des prérogatives qui lui sont spécifiques, au-delà même des prérogatives qui lui est déléguées par le doyen. Oui. Ce ne sont pas des prérogatives spécifiques, mais disons que l'assesseur n'a pas toujours besoin de retourner chez le doyen. L'assesseur ne retourne chez le doyen que pour des questions très importantes, comme par exemple le calendrier universitaire, les présidences de jury, etc. Mais s'il s'agit de... si un étudiant, je ne sais pas comment vous dire, qui est resté 3 ou 4 ans sans étudier, revient à la fac et veut continuer son master, voilà, il écrit à l'assesseur. Mais pour ça, par exemple, l'assesseur n'a pas besoin de revoir le doyen pour ça. Ça veut dire qu'il déroule directement ses compétences que le doyen lui a. Effectivement, mais nous pouvons retenir aussi l'assesseur est sous la tutelle du doyen. Sous la tutelle du doyen, comme je vous l'ai dit, c'est l'assesseur du doyen. Et dans ce sens, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des assesseurs des facultés au lieu des assesseurs des doyens? Mais au fait, vous savez, il faut éviter de créer un bicéphalisme au sommet. Voilà, l'organisation est plus hiérarchique. Vous savez, le doyen lui-même, ses compétences ne sont pas si étendues que cela. Les compétences de l'assemblée de faculté sont beaucoup plus étendues que les compétences du doyen. En réalité, nos facultés délibèrent à partir des assemblées de faculté. Il préside l'assemblée de faculté, mais la volonté du doyen peut être mise en minorité. Mais il a son mot à dire. Il a son mot à dire. Il propose une politique pour la faculté. Mais les membres de l'assemblée de faculté peuvent le mettre en minorité. Cela peut arriver. Donc, en réalité, les décisions les plus importantes qui concernent la vie de nos facultés proviennent des délibérations de l'assemblée de faculté. Est-ce que le semestre doit être validé ou non? Est-ce qu'on fait une session unique ou non? Ce n'est pas une compétence du doyen, c'est une compétence de l'assemblée de faculté. Est-ce que tel collègue doit être nommé maître de conférence ou doit être nommé professeur assimilé ou titulaire? C'est une compétence de l'assemblée de faculté. Le budget est préparé par le doyen, mais il doit être adopté par l'assemblée de faculté qui peut le rejeter par ailleurs. Donc l'assemblée de faculté est vraiment l'instance délibérante. C'est lorsque l'assemblée de faculté a délibéré sur des questions importantes que le doyen met en œuvre les délibérations qui sont sorties de l'assemblée de faculté en réalité. Donc l'assemblée de la faculté est au-delà donc du doyen et de l'assesseur. Oui, l'assemblée de faculté est vraiment l'instance suprême de la faculté. Mais maintenant, pour tout ce qui concerne la représentation de la faculté, aussi bien à l'intérieur de l'université qu'à l'extérieur, pour tout ce qui concerne l'exécution du budget, pour tout ce qui concerne la prise de décision au quotidien, là, ce sont des prérogatives, des compétences du doyen. Mais sur les questions fondamentales qui concernent la vie de la faculté, c'est l'assemblée de faculté qui délibère. Donc c'est lui qui gère les finances en quelque sorte. Qui? Le doyen. Mais le doyen est l'ordonnateur du budget. Donc il est le seul à pouvoir faire sortir de l'argent ou faire entrer de l'argent. On peut passer à un autre point. Nous avons constaté ces 2 dernières ou 3 dernières années que le nombre ou bien l'effectif des étudiants de la faculté de droit vraiment est baissé, est diminué. Et qu'est-ce qui explique cela? Et on a surtout les étudiants de la première année. Alors, c'est il faut comprendre cela dans un phénomène plus large. En réalité, c'est parti d'une revendication du SAES et d'une revendication même des enseignants au niveau des assemblées de faculté et de tout l'espace universitaire. Il y avait vraiment un problème d'effectifs dans la plupart des établissements de l'université Anta Diop, des effectifs pléthoriques. Donc cela a été dénoncé pendant très longtemps et le SAES avait fini par en faire un point de revendication. Il fallait que les établissements d'enseignement supérieur
soient les seuls à pouvoir déterminer le flux des étudiants qui entrent en fonction de leur capacité d'accueil. Ça veut dire qu'on voulait vraiment arrêter de voir des étudiants de première ou de deuxième année s'asseoir dans des escaliers, venir à l'amphi avec des tabourets. Parfois, on trouvait à l'amphi des briques. Pour un amphi de 1500 places de la faculté de droit, l'amphi A ou B, il était fréquent qu'il y ait 7000 étudiants en première année. Alors, vous imaginez. Alors, le SAES avait fini par saisir cette question-là pour en faire une revendication. Et effectivement, sous le ministère du professeur Mary Teuw Niane, un accord a été trouvé pour que désormais les établissements d'enseignement supérieur déclarent chaque année au ministère le nombre maximum d'étudiants qu'ils peuvent prendre en première année. Et la faculté de droit généralement détermine ce chiffre, ce nombre à 2000 étudiants. L'année dernière, on en a pris plus, on en a pris 2500, parce que les circonstances étaient particulières. L'université Gaston Berger en droit n'avait pas pris d'étudiants. Donc nous avons été obligés un peu d'absorber et d'aller jusqu'à 2500. Mais en moyenne, c'est 2000 nouveaux bacheliers aujourd'hui qui arrivent à la fac de droit. Ils trouvent en moyenne 1000 redoublants. Ce qui fait que le nombre d'étudiants en première année tourne autour de 3000. Et cela sur 2, 3, 4 ans finit par faire chuter les effectifs. On passe de 17 000 étudiants. Il y a 5 ou 6 ans, la faculté de droit comportait près de 17 000 étudiants. 17 000 étudiants. Voilà, l'année dernière, 17 000. 17 000. 17 000. Oh. L'année dernière, on était à un peu moins de 10 000 étudiants. L'année dernière. Cette année aussi, on est autour de 10 000 étudiants. Donc, il y a effectivement une réduction assez importante du nombre d'étudiants. Effectivement. Mais cette réduction aussi, nous l'avons constatée véritablement sous votre magistère. Certains étudiants même pensaient que c'est l'assesseur qui a voulu. Pas du tout. Ce n'est pas du tout. Recevoir moins d'étudiants de la première année. Ce n'est pas dû à l'assesseur du tout. Okay. Encore une fois, c'est juste une inversion des tendances. Le ministère, d'habitude, les facultés orientées directement. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui oriente sur Campus-N. À travers la plateforme Campus-N, où tous les bacheliers sont mis en compétition selon des règles assez objectives. Mais c'est le principe qu'on applique aujourd'hui dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Ce sont les établissements qui prévoient leur capacité d'accueil. Et pour la fac de droit, il est très facile de connaître la capacité d'accueil. En première année, nous avons 2 grands amphis que vous connaissez bien. L'amphi A et l'amphi B. Chaque amphi fait 1500 places assises. Balcon compris. Effectivement. Donc les 2 amphis, groupe A et groupe B, c'est 3000 places assises. 3000 places. Donc si on a 3000 places assises, en principe, on ne devrait pas avoir plus de 3000 étudiants en première année. Effectivement. Puisque en moyenne, il y a 1000 à 1500 redoublants par année, disons 1500. Lorsqu'on reçoit 2000 nouveaux bacheliers, on est à 3500 étudiants en première année. C'est pour permettre, et vous l'avez constaté vous-même, que maintenant chaque étudiant puisse avoir une place assise à l'amphi. Effectivement. Mais ce n'est pas une politique de Bachir Niane. Pas du tout. Alors. Merci, monsieur l'assesseur. En fait, puisque vous avez parlé tout à l'heure de compétition, donc quels sont les critères que les nouveaux bacheliers doivent remplir pour pouvoir être acceptés au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar? Alors, il n'y a pas véritablement de critères pour accéder. C'est une compétition. Si vous prenez, par exemple, l'année 2018-2019, cette année-là, sur Campus-N, 16 800 bacheliers à peu près avaient demandé à venir à la faculté de droit de Dakar. Voilà, il y avait des scientifiques, etc. Mais la faculté ne pouvait prendre que 2500 nouveaux bacheliers. Donc en réalité, les bacheliers compétissent sur Campus-N et chaque établissement d'enseignement supérieur détermine les critères, communique au ministère de l'enseignement supérieur les critères. Pour la faculté de droit, par exemple, les critères sont simples. Pour le bachelier, on va dire au ministère, lorsque le bachelier vous donne son attestation de réussir au bac et le relevé de notes, la note de philosophie, c'est coefficient 5 pour nous. La note de français, c'est coefficient 5. La note de mathématiques, c'est coefficient 2. La note d'histoire-géographie, c'est coefficient 2. Les critères fondamentaux. Après, on peut jouer sur les mentions. L'étudiant qui a la mention bien ou très bien ou à bien, il a tel bonus de points. L'étudiant qui a tel âge, qui a moins de 18 ans, il a tel bonus de points. Qui est passé à la première session. Non, pas la première session. Ça, on n'en prend pas compte pour l'instant. Voilà, c'est de manière générale ça les critères. Nous les communiquons au ministère de l'enseignement supérieur qui les introduit dans le logiciel.
et c'est le logiciel qui fait le travail pour classer les étudiants par ordre de mérite. Donc les 16 000 bacheliers qui avaient demandé la faculté de droit sont classés par ordre de mérite. Nous descendons tout simplement la liste jusqu'au numéro 2500 et on coupe la liste. Et ces étudiants sont avertis qu'ils sont reçus à la faculté de droit. Ils ont un délai pour aller faire les premières démarches. Passer ce délai, s'ils ne paient pas, ils sont automatiquement remplacés. Jusqu'à ce que on atteigne 2000 ou 2500 étudiants effectivement inscrits et on s'arrête par rapport à la capacité d'accueil. Mais d'après ces critères-là que vous venez de citer, donc nous pouvons présumer que les étudiants de la faculté de droit en première année, ils ont le niveau. En tout cas, ce sont les meilleurs de leur génération. Ça veut dire qu'en tout cas, pour ceux qui ont postulé, les bacheliers qui ont postulé, ils sont les meilleurs. Parce que sur 16 000, on n'a pris que 2500. Sur 16 000, on en a pris 2500, mais attention, parce que sur les 16 000, parce que l'étudiant est obligé de faire plusieurs choix. Vous pouvez prendre un étudiant qui choisit droit, mais en 8e position. Parce qu'il a choisi de faire mathématiques à Dakar, c'était son premier choix. Mathématiques Gaston Berger, c'était son 2e choix. Mathématiques Université Assane Seck de Ziguinchor, c'était son 3e choix. Et maintenant, s'il ne peut pas avoir mathématiques, il met biologie. S'il ne peut pas avoir biologie, à la 12e position, il met droit. Cet étudiant, en réalité, figure sur les 16 000 demandes. Donc, dans les 16 000, on trouve des scientifiques, des économistes, des étudiants qui ont fait lettres, etc. Effectivement. Voilà. Donc, nous allons un peu retomber sur notre système éducatif sénégalais. Puisque je suis de la faculté naturellement. Il y a des profs qui se plaignent en disant que vraiment, avec les étudiants de la première année, des fois c'est compliqué. Car certains parmi eux, ces profs, en sciences de TD naturellement, ils font 1 heure de français et 1 heure de droit. Tellement le niveau est bas. Bon, Mouché Niang, vous savez, les choses sont assez simples peut-être. Vous avez parlé de système. C'est un système éducatif. Ça veut dire que l'éducation est composée de plusieurs composantes. Excusez-moi la répétition. Il y a plusieurs composantes. C'est un système qui commence peut-être depuis la maternelle, l'école élémentaire, et qui termine à l'enseignement supérieur jusqu'au doctorat, etc. Donc nous recevons des gens, l'université reçoit des gens qu'elle n'a pas formés préalablement, qui viennent d'ailleurs, qui viennent du collège, du lycée, etc. Voilà. Donc l'université... Quel est le rôle de la faculté dans ce sens? Écoutez, vous avez accueilli des étudiants qui n'ont pas de niveau, mais je pense mais bon, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que nous avons accueilli des étudiants qui n'ont pas de niveau. Ce qu'on constate, et ce que tous les étudiants constatent, c'est que ce qui est évident, c'est que depuis que la faculté fixe un quota de 2000 bacheliers et que les critères de sélection sont respectés, tous les enseignants sont d'accord pour constater que le niveau a évolué, y compris ceux qui corrigent des copies. Le niveau de français a évolué dans les copies. Le niveau de français a évolué dans les copies. En tout cas, moi, je le constate par rapport à ce que je lisais il y a 6, 7 ans ou 5 ans. Mais il y a encore des problèmes, peut-être parce que le bac, voilà, il y a encore des étudiants qui ont des problèmes. Et en droit, c'est presque une catastrophe puisque le français est la langue de travail, c'est l'instrument qui véhicule les connaissances. C'est le français. La science juridique, la connaissance juridique est véhiculée. Le français, c'est le moyen de transport, de transmission. Donc quand l'étudiant ne maîtrise pas ça, cela pose beaucoup plus de problèmes en droit qu'en mathématiques. Ou bien en biologie ou en médecine, puisque là-bas, en réalité, dans la transmission et dans l'expression de la connaissance, peut-être que la langue joue moins de rôle. Mais en droit, c'est essentiel et vous-même, vous pouvez le constater en lisant des ouvrages de droit depuis la première année. Vous vous rendez compte que ceux qui écrivent n'écrivent pas nécessairement pour des étudiants. Et ceux qui écrivent, surtout les Français, en réalité, ont un niveau de français très élevé. Dès la première année, vous êtes confronté à des manuels, à des ouvrages où facilement vous pouvez lire une phrase de 5 ou de 6 ou de 7 lignes, sans point. Avec 7 ou 8 virgules à l'intérieur. Ça veut dire très longue et complexe. Très longue et très complexe. Parce qu'en droit, ceux qui écrivent n'écrivent pas nécessairement pour des étudiants. Parfois, les auteurs, les universitaires écrivent pour être lus par leurs collègues.
Ils écrivent pour être lus par des avocats, par des magistrats, Effectivement. parfois aussi par des étudiants, mais en tout état de cause, il faut un niveau de français. C'est pourquoi d'ailleurs dans les critères que je vous ai cités tout à l'heure, la note de français c'est coefficient 5, la note de philo c'est coefficient 5. Effectivement. Mais je veux aller au-delà des étudiants de la première année. Même si on regarde de très près les étudiants du second cycle, des fois aussi il y a problème. Oui. Même si voilà, véritablement ils lisent beaucoup, peut-être ils ont beaucoup de connaissances, mais ils ont un vrai problème avec la langue. Et dans ce sens, Mais écoutez, c'est vous-même qui le dites alors que vous êtes étudiant à la fac de droit. Au second cycle aussi. Mais c'est vrai qu'au second cycle, il y a des problèmes. Le système LMD a eu énormément de points positifs, énormément de retombées positives. Mais là aussi, c'est peut-être l'une des faiblesses du système LMD. C'est d'avoir permis un élargissement des matières qui permettent à l'étudiant d'aller en classe supérieure. Le système LMD avec le système des compensations à l'intérieur de l'unité, le système des compensations entre unités d'études, il faut le dire, facilite le passage en classe supérieure. Puisque l'étudiant peut être très faible dans une matière, y compris une matière fondamentale, et passer quand même du fait de la compensation à l'intérieur de l'unité ou de la compensation entre les unités, même si on peut éviter ça avec les coefficients des matières ou des unités. Avant, c'était pas comme ça. Avant, vous savez, nous, de notre temps, c'était le système de l'admissibilité. Ça veut dire que vous ne pouvez être admissible que lorsque vous faites d'abord les matières à TD à l'examen et vous attendez les résultats. De notre temps, c'était ça. Mais il y a 2 matières à travaux dirigés. Vous les faites à l'écrit et vous attendez les résultats. Oui, mais il faut garder à l'esprit aussi que pour être sélectionné en master, il y a des filtres. Il y a la sélection. Il y a des filtres, mais ce n'est pas vraiment un filtre, M. Niang. Ce n'est pas vraiment une sélection. Non. Les critères que nous avons sont permissifs, très permissifs. Pour l'instant, comparé en tout cas aux autres facultés de droit. Le droit aussi n'est pas accessible, vous avez l'habitude de le dire, que les Américains considèrent le droit comme la matière ou la discipline la plus difficile. Donc le droit n'est pas... Le droit n'est pas facile et il se complexifie de plus en plus de toute façon. Ce qui fait très peur, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on constate corrélativement une baisse de niveau des étudiants. Et en face, une complexification de la science juridique. Le droit devient de plus en plus complexe, ce qui fait que, normalement, les étudiants qui étudient le droit devraient être de mieux en mieux armés. Mais c'est le contraire. Ce qui fait peur pour l'avenir, bien sûr, parce que les matières du droit se diversifient de plus en plus, le droit devient de plus en plus technique. Ce qui fait que et le niveau des enseignants et le niveau des étudiants devraient être meilleurs. Mais ce n'est pas le cas. Donc vous pensez qu'on devrait en quelque sorte durcir les critères de sélection en master? Durcir les critères de sélection les meilleurs tous à l'excellence? Non, je n'irai pas jusque-là. Je ne pense pas qu'il faut toucher les critères de sélection en master. Lorsqu'on a instauré la sélection en master, il y avait 2 raisons. La première, c'était d'éviter, comme en première année, que dans les amphis de master, des étudiants ne s'asseyent par terre. Ce qui est très moche. D'abord, il y avait un problème de capacité d'accueil en master. Et ensuite, de manière subsidiaire, un problème de niveau pour accéder au master. Puisque ce qu'on constate, c'est que certains étudiants, après la licence, on peut constater un essoufflement intellectuel. L'étudiant qui a la licence en 6 ans ou en 7 ans, ça veut dire chaque année l'étudiant l'a redoublé. Et très souvent, la L3, il l'a même fait 3 fois. Intellectuellement, on suppose, qui est essoufflé. Vous savez, il y a des gens qui sont essoufflés à partir du CM2 et qui quittent le système. D'autres vont jusqu'au BFM et sont essoufflés et qui quittent le système. D'autres au bac. Mais c'est la nature des choses un peu. Lorsqu'on a une licence dans certaines conditions, après 6 ou 7 ans ou plus, il est bon peut-être de quitter le système. Parce qu'aller en master va être difficile. Ce sont toutes ces raisons combinées, des raisons objectives, capacité d'accueil dans les masters et niveau des étudiants qui ont amené cette sélection, mais encore une fois, qui n'en est pas véritablement une. Puisque si vous les comparez aux critères de sélection des autres facultés de droit, de Assane Seck de Ziguinchor ou de Gaston Berger, vous vous rendez compte qu'on n'a pas de critères.
Donc, Dans là-bas, ces c'est beaucoup plus universités-là, rigoureux. ah oui, dans ces facultés de droit, si vous n'avez pas 12 en licence, vous n'allez pas en master. Même si vous avez la licence en 3 ans, top chrono. Puisqu'on parle de master, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le master recherche et le master pro? Et voilà. Alors, le master pro, c'est récent aussi à la faculté de droit. Non, les masters pro durent. Les masters pro sont là depuis plus de 20 ans. Depuis les 20 ans. Donc, Lorsque on moi l'avait j'ai pas eu ma ouvert maîtrise, à tous les étudiants, en quelle sorte? les masters, Parce qu'en 2013, 14 comme ça, il y avait des étudiants qui de mon temps réclamaient le déjà, master pour tous. de mon temps déjà, lorsque j'ai eu ma maîtrise en 1997, ça veut dire il y a 22 ans, Mais c'était beaucoup de payant, mes c'était camarades, payant. oui, c'était payant. Beaucoup de mes Mais camarades ont actuellement, fait des on masters sélectionne des professionnels. étudiants Oui. en master pro, mais ils ne payent pas. Oui, Voilà, oui. c'est ce que je voulais dire. Oui, mais c'est tout à fait normal. Puisque lorsque l'étudiant Et cela, s'inscrit, c'est récent, n'est-ce pas? c'est récent. Le fait que maintenant, C'est tout à fait récent. Ah, ok. Parce qu'avant, les masters étaient nécessairement payants. Les masters professionnels étaient payants. C'était le master assurance. Il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs. C'était maritime, assurance, banque, notariale, contentieux des affaires. Pendant très longtemps, c'est les seuls masters professionnels qui existaient. Mais c'était des masters nécessairement payants. Aujourd'hui, il y a un principe. Lorsque l'étudiant arrive à la fac de droit et ne paie pas, ne paie pas entre guillemets, parce que l'étudiant paie toujours. Mais lorsque l'étudiant arrive à la fac de droit et ne paie que les 25 000 à l'agence comptable, La description. lorsqu'il n'arrête pas ses études, en master, il ne paie pas. L'étudiant qui s'inscrit, qui ne paie pas, jusqu'à la fin de ses études, ne paie pas. À part les frais d'inscription pédagogique. C'est ça le principe. Ceux qui paient, c'est ceux qui entrent à la faculté de droit en payant, les étudiants du DUP et les étudiants de la formation à distance. Ou ceux qui, à un certain moment, ont quitté la faculté et reviennent à la faculté. À partir de ce moment, ils ne sont plus en formation initiale, ils sont en formation continue. Lorsqu'un étudiant a la licence ou la maîtrise, il part travailler dans une banque, une compagnie d'assurance. 4 ans plus tard, il revient. Là, il commence à payer un master pro. Je voulais savoir si la faculté a pris ses propres initiatives à ouvrir le master professionnel à certains étudiants qui ne remplissaient pas, entre guillemets, les critères pour être sélectionnés en master recherche, ou bien ils ont subi une pression, des grèves, des revendications. Parce qu'il y en a. Il n'y a pas véritablement de grève et de revendication. En réalité, les masters professionnels existent depuis très longtemps, comme je vous l'ai dit. C'est juste une inversion. C'est vrai qu'il y a eu une revendication des étudiants. Mais la cause fondamentale, c'est qu'à un certain moment, les masters recherche ne pouvaient vraiment plus absorber le lot des étudiants ayant une licence et qui devaient aller en master, même après la sélection. Vous savez, à peu près dans chaque département, il y a un seul master recherche. Il y a un master recherche droit privé, un master recherche de droit public. Au total, c'est 4 master recherche. Histoire du droit, sciences politiques, voilà. Droit privé et droit public. Donc, public, 4 offres de formation ne peuvent pas absorber le flux des étudiants. Mais ces étudiants qui ont leur licence, qui doivent aller en master, il fallait les dispatcher dans des masters pro. Donc, ceux qui ont les meilleurs résultats en licence sont orientés dans les masters recherche, très souvent. Et les autres dans les masters pro, mais vous pouvez voir un étudiant qui est excellent, qui a eu de très bonnes notes, mais quand même qui va en master pro, qui a choisi d'aller en master pro. Mais ce principe doit être capté par les étudiants. C'est les masters pro. C'est pas parce qu'un master est professionnel qu'il est payant. Cela n'a absolument rien à voir. Donc le master pro peut être considéré comme une alternative pour la professionnalisation à quelle sorte de l'enseignement supérieur. C'est un instrument de la professionnalisation, même si aujourd'hui... On sort avec un diplôme professionnel. On sort avec un qui diplôme vous permettra professionnel. de pouvoir... mais ça n'a rien de nouveau. Le problème, c'est que la problématique est agitée dernièrement. Depuis certaines années, on parle de professionnalisation comme si c'était quelque chose de nouveau. Mais je vous l'ai dit, moi, de mon temps, en 1997, ces masters professionnels étaient déjà là. Animés, créés, mis en place par le professeur Abdoulaye Saro. Le master assurance, le master banque, ce sont des masters qui ont plus d'une vingtaine d'années. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette problématique, si je peux m'inspirer ainsi, de la professionnalisation est plus actuelle encore. Ça veut dire que l'université doit cesser de réfléchir en vase clos et s'ouvrir sur la société. Par rapport aux demandes, il y a des professionnels qui viennent pour dispenser des cours, n'est-ce pas? Des magistrats, des avocats. Bien sûr. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants du supérieur qui interviennent dans les masters. Il y en a encore. Mais majoritairement, les cours sont faits par des professionnels pour permettre à l'étudiant de passer d'un enseignement historiquement théorique à un enseignement
de plus en plus pratique. Effectivement. Est-ce que Voilà. vous pouvez revenir un peu sur les différents instituts qui se trouvent au niveau de la faculté? Ça, il y a IMD, etc. Il y a l'Institut Alors, des- il n'y a que l'IMD, et qui peut l'Institut accéder des à métiers ces du licences droit. professionnelles. Il n'y a que l'Institut des métiers du droit qui est une université de faculté. L'IDHP, l'Institut des droits de l'homme et de la paix, est un institut d'université. C'est un institut de l'université Cheikh Anta Diop, logé à la faculté de droit. C'est un institut de l'université. L'Institut des métiers du droit est un institut de faculté, de la faculté. Voilà. Donc, à travers l'Institut des métiers du droit, on a voulu effectivement avoir un instrument qui regroupe un organe, un cadre qui regrouperait l'ensemble des formations à caractère professionnalisante. Le diplôme universitaire professionnel, les licences professionnelles et les masters professionnels. C'est ça l'Institut des métiers du droit, c'est ça sa logique en Et réalité. quelle est la place de la formation à distance? C'est inclus dans ce... La formation au niveau de à ces- distance de cet non, la formation à distance à la faculté de droit est un organe pour l'instant qui n'est pas intégré à l'Institut des métiers du droit. Puisque la formation à distance, c'est fonctionnel. oui, ce n'est qu'une modalité d'enseignement. Mais les étudiants en formation à distance font exactement les mêmes programmes que les étudiants dans les grands amphis. C'est exactement les mêmes maquettes. Exactement les mêmes maquettes avec les mêmes éléments constitutifs, les mêmes crédits. Ils font exactement le même programme que les étudiants en L1, en L2 et en L3. C'est la modalité qui change. Effectivement. Ça veut dire que l'enseignement est un enseignement à distance sur une plateforme. L'étudiant n'a plus besoin de se déplacer pour venir faire cours à l'amphi. Il se déplace une fois par mois pour faire des TD et repartir. C'est la modalité qui change, mais encore une fois, ce sont des étudiants qui, après 3 ans, ont la licence en sciences juridiques et politiques. Donc, comme tous les instituts privés, qui veut faire droit peut le faire au niveau de la faculté de droit. C'est ce que l'on appelle les fonctions de service. Ça veut dire que parallèlement aux offres de formation classiques, les établissements d'enseignement supérieur ont la possibilité de faire des fonctions de service. Ça veut dire ont la possibilité d'organiser des formations payantes depuis la première année. On retrouve ça à l'ESP, à la fac de médecine, à la faculté des sciences économiques et de gestion avec l'IFAS, etc. À la FASTEF, Partout, toutes les facultés font aujourd'hui ça. C'est dans ce sens que le diplôme universitaire professionnel a été créé et la formation à distance. Effectivement. Mais pourquoi les principes du système LMD de la faculté de droit diffèrent des autres facultés? Car dans les autres facultés, si je prends l'exemple de la faculté... Si je prends l'exemple de la faculté des lettres, là, il paraît au premier cycle, l'étudiant, s'il parvient à obtenir 42 crédits, il peut passer à un niveau supérieur. Mais au niveau de la faculté de droit, on vous exige de valider aussi bien vos 2 matières dominantes. Et si vous avez 42 crédits, dans ce sens, vous pouvez passer à un niveau supérieur. Qu'est-ce qui explique cela? Ce sont des spécificités juste de la faculté de droit. Parce que vous savez, les facultés ne fonctionnent pas de la même manière. Si vous prenez les travaux dirigés qui existent en faculté de droit, ils n'existent pas en faculté de lettres, généralement. Ils n'existent pas en faculté de lettres. Effectivement, en faculté de droit, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'étudiant a plus de 42 crédits ou 42 crédits, mais doit reprendre une unité à travaux dirigés, si vous le laissez partir en 2e année, ça veut dire qu'une fois en L2, il aura des unités à travaux dirigés. Il fera droit des contrats en travaux dirigés. Il fera droit pénal en travaux dirigés. Et s'il vient en L2 avec des matières à travaux dirigés, il retournera faire ses travaux dirigés en première année. Ça veut dire que... Ça serait très compliqué. Ça serait très compliqué. L'étudiant en L2 ou en L3 pourrait facilement se retrouver avec 3 matières à travaux dirigés ou 4 matières à travaux dirigés dans le semestre. Non seulement c'est lourd pour l'étudiant, mais c'est très compliqué pour l'administration. Parce que très souvent, quand les travaux dirigés de première année se font, les travaux dirigés de 3e année ou de 2e année se font le même jour. Effectivement. Donc ce serait vraiment un casse-tête pour l'administration de programmer les travaux dirigés. C'est pourquoi en faculté de droit, comme d'autres facultés ont leur spécificité, il y a des facultés qui ont des notes éliminatoires jusqu'à présent. En fac de médecine, il y a une note éliminatoire. Si vous avez moins de 7 ou moins de tel dans telle matière, quelles que soient vos notes dans les autres matières, vous ne passez pas en 2e année, même si vous validez l'unité. Donc c'est une spécificité de la faculté de droit. L'étudiant
peut avoir les 70% de crédit, mais les matières que l'étudiant a lui-même choisies en faisant son profil, parce que c'est un problème de choix de l'étudiant. C'est l'étudiant qui coche en disant, moi, mes matières, les matières que j'estime être fondamentales, les éléments constitutifs que moi, je veux être fondamental, c'est le droit civil et le droit constitutionnel, ou le droit des contrats et le droit pénal, etc. Et il laisse de côté droit administratif et finances publiques. C'est l'étudiant lui-même qui choisit, délibérément. Nous vous rappelons, nous sommes sur UCAD FM 94.7, la voix de Cheikh Anta Diop, dans votre émission Visite guidée, avec le professeur Bachir Niang. En fait, il y avait beaucoup d'étudiants qui se plaignaient en disant, voilà, la faculté de droit est beaucoup plus difficile que les autres facultés, car, etc. Donc, ils ne comprenaient pas, voilà, le système. Bon, il n'y a pas de faculté facile, hein, vous savez. Les études universitaires, par essence, ne sont pas faciles. Et le taux d'échec, comment pouvez-vous expliquer le taux d'échec au niveau de la faculté de droit? Le taux d'échec, taux d'échec en droit, il est partout. Il est partout. Lors d'une réunion avec l'ancien ministre Mary Teuw Niane, j'étais venu à la réunion avec des statistiques, des taux de réussite dans les universités françaises, dans les facultés de droit françaises. Et ce sont des taux d'échec qui sont assez importants et qui s'expliquent. C'est peut-être une spécificité du droit, mais on le constate ailleurs, même dans les pays développés. Ce qui n'explique pas tout. Il faut vraiment aller dans le sens de résorber cela, mais il y a beaucoup de causes qui peuvent expliquer cela. D'abord, des problèmes d'orientation, puisque le droit n'a pas d'équivalent au lycée, vous savez. L'étudiant qui fait du droit, très souvent, il découvre le droit à l'université. Alors que celui qui fait mathématiques, biologie, physique, chimie, anglais ou espagnol, il a fait anglais, espagnol ou physique, chimie au lycée, il sait ce que c'est. Beaucoup d'étudiants, trop d'étudiants, arrivent à la fac de droit et après un mois de cours, savent en réalité qu'ils se sont trompés d'orientation. Ils n'ont jamais su ce qu'est le droit, à part l'image que la télé et le cinéma leur donnent du droit, et qui est une image très fausse et très lointaine du droit. Les étudiants pensent que le droit, c'est l'image qu'en donne le cinéma, des avocats qui retroussent leurs manches, celui qui parle le plus, qui ont le verbe facile. Alors que lorsqu'ils arrivent en fac de droit, dès la première année, ils sont déçus. Ils passent leur temps à prendre des cours. Il y a des fascicules et des fascicules, des notions, des concepts, des catégories. L'étudiant se dit, ah mais il ne s'attendait pas à ça. En réalité, il se rend compte que les études de droit sont rébarbatives. Mais cela aussi, est-ce qu'elle n'est pas liée? Il y a déjà ce problème-là d'orientation. Ensuite, il y a d'autres problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Le niveau de français. Les étudiants ne lisent plus beaucoup. Or, il n'y a pas meilleure manière de maîtriser la structure de la langue française que de lire. Mais aujourd'hui, avec les technologies nouvelles et autres choses, les étudiants ne lisent pas. Mais, comme je vous l'ai dit, chacun peut aller sur Internet. Monsieur Niang, allez sur Internet vous-même, sur Google, sur Yahoo, et tapez tout simplement taux de réussite, faculté de droit France. On va vous donner les statistiques des taux de réussite et d'échec. Vous allez être surpris. Mais est-ce que cela aussi n'est pas lié au défaut de pédagogie de certains professeurs? J'aimerais bien vous revenir un peu sur le mode de sélection, n'est-ce pas? Vous l'avez dit à l'entame de vos propos, mais aussi pour le suivi, même de ces enseignants, de ces jeunes enseignants. Il y a énormément à faire. Oui, il y a énormément à faire sur la pédagogie. Parce que ça, vous avez tout à fait raison. La faiblesse des résultats peut être résorbée. Déjà depuis 3 à 4 ans, on sent vraiment que les chiffres qui concernent les succès, ces chiffres montent. Les pourcentages, on en a discuté en assemblée de fac et les membres de l'amicale étaient là. J'ai distribué en assemblée de fac, je l'ai donné au président de l'amicale, d'ailleurs ces chiffres et ces statistiques de l'année 16-17, qui montraient vraiment que les résultats s'amélioraient de manière assez importante. Depuis que la faculté de droit choisit ses propres étudiants, depuis que les effectifs ont baissé, donc nécessairement l'encadrement est meilleur. Ça veut dire que dans les séances de travaux dirigés, il y a moins d'étudiants. Dans les amphis, il y a moins d'étudiants. L'environnement de travail est plus apaisé avec la fin des grèves, etc. Tout cela a impacté le taux de réussite de manière importante. Mais sur la pédagogie, il faut le dire, il y a un problème de pédagogie, effectivement. Avec les jeunes enseignants. Avec les jeunes comme avec les moins jeunes comme moi. Il n'y a pas la FASTEF comme
C'est ça. Pour les En réalité, professeurs de collège et lycée, on ne nous pas les apprend EFI. pas à enseigner. Ah, là. L'enseignant en fac de droit, il sort d'un master recherche, il a une thèse, il est recruté. Et une semaine après, il est balancé dans les amphithéâtres. Donc, il n'y a pas vraiment un travail de préparation à l'enseignement. Ça c'est vrai, c'est une lacune qu'on retrouve chez beaucoup de jeunes assistants Il ne faut et beaucoup d'enseignants qui intellectuellement sont très bons intellectuellement. Lorsqu'ils écrivent, ils sont excellents. Mais lorsque vous les retrouvez dans leur séance de travaux dirigés ou leur cours, vous n'avez pas envie de suivre le cours. Parce que leur manière de transmettre le savoir pose problème. Donc la responsabilité n'incombe pas seulement les apprenants. Non, pas du tout. Personne. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est le coude. C'est les conditions sociales des étudiants. Quand je dis conditions sociales, dans le campus social, chez leurs parents, il y a d'abord les conditions matérielles qui nécessairement vont impacter la réussite des étudiants. Je rencontre tant d'étudiants à la fac qui passent toute une journée sans manger. Tellement d'étudiants à la fac pendant les examens ont des syncopes. En tant qu'assesseur, c'est minimum 5 à 10. Ce n'est pas des phalènes, donc. Très certainement, peut-être des phalènes, des diagnettes, justement, mais c'est très fréquent et chaque fois que l'étudiant est évacué, c'est toujours le même problème. Lorsque vous posez des questions, est-ce que tu as mangé ce matin? Il dit non. Est-ce que tu as mangé à midi? Il dit non. Il y a trop d'étudiants qui viennent à la fac de droit et qui n'ont même pas de quoi acheter du café, 50 francs de café. Mais ça veut dire que ces conditions-là vont impacter nécessairement les chances de cet étudiant à réussir. Maintenant, vient l'environnement pédagogique. C'est la documentation. C'est le calendrier universitaire, un calendrier régulier, où pendant chaque semestre, on fait 6 séances de TD, 8, 10 séances de TD. Si tout se passe bien, on devrait faire chaque semestre 10 séances de TD. Le semestre, c'est 12 semaines. Les 2 premières semaines, c'est pour avancer dans les cours magistraux. Et dès la 3e semaine, les séances de travaux dirigés doivent commencer. Nous, de notre temps, on faisait l'année. Maintenant, les séances de TD devancent largement les cours magistraux. Les séances de TD très souvent devancent les cours magistraux pour certains enseignants seulement, pour certains enseignements seulement, où le prof a voyagé, etc. Mais en ce qui concerne la documentation, peut-être le problème ne se pose pas parce que nous avons déjà la salle de lecture. Il y a beaucoup d'ouvrages là-bas. Il y a la bibliothèque universitaire. Au niveau des crédits là aussi. Nous avons cette chance d'avoir vraiment à la fac de droit une salle de lecture digne de ce nom. Alors que vous savez que nous avons des facultés qui sont à côté et qui n'ont pas de salle de lecture, qui n'ont pas de bibliothèque du tout. Du tout. À la fac de droit, il y a une bibliothèque facultaire avec une documentation très fournie, mais même un espace vraiment de près de 1000 mètres carrés concernant même pour accueillir les étudiants. En plus maintenant de la documentation commune, la bibliothèque universitaire, tout cela est important. Il faut essayer, je pense, de densifier tout cela, d'aller de l'avant pour qu'effectivement on puisse atteindre, c'est l'objectif, des taux de réussite qui sont honorables et qu'il y ait moins de déperdition dans la catégorie des étudiants. Pour rappel, vous êtes à l'UCAD FM 94.7, la voix de Cheikh Anta Diop, dans votre émission Visite guidée. Mais professeur, puisque tout à l'heure vous avez parlé de l'amicale, quelles sont les relations entre l'amicale de la faculté et l'administration? Alors, l'amicale et l'administration, ce sont des relations d'abord institutionnelles, puisque les amicales sont institutionnalisées au niveau de l'université, puisque les étudiants ne peuvent pas parler chacun et qu'on ne peut pas permettre aussi à n'importe quel groupe d'étudiants constitué hier de sortir les étudiants ou de faire une plateforme. L'idée est acquise depuis très longtemps qu'il faut que les étudiants aient des représentants. C'est ça qui amène les amicales, c'est ça qui peut expliquer la présence des amicales. Ce sont des organes de représentation des étudiants aux différentes instances, y compris l'assemblée de faculté elle-même, où les membres de l'amicale, certains membres de l'amicale siègent. Les rapports sont des rapports cordiaux, je dois le dire et je dois le saluer. Depuis quelques années,
nous avons une amicale qui certes est revendicative, mais elle est revendicative en termes de rapprochement. Avec la liste lumière. Voilà, c'est une amicale qui se rapproche de l'administration, Orange. qui pose les problèmes à temps, qui attend des solutions, plutôt que de déclencher des grèves à tout moment. En tout cas, l'amicale de la faculté de droit, je dois le dire, est une amicale responsable. Je salue l'esprit de son président, Monsieur Sen. Certains étudiants disent le contraire, ils pensent qu'ils sont très mal représentés. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté vraiment ces étudiants, non seulement ils ont un problème avec la langue, donc ils ne sont pas dignes en quelque sorte de les représenter. En fait, Oui, mais vous savez, ce sont les étudiants qui élisent les membres de l'amicale. Donc, pour ça, par contre, on peut se poser la question, pourquoi les étudiants vont élire? En ce qui me concerne, en tout cas, pour les membres de l'amicale que j'ai eu à recevoir plusieurs fois dans mon bureau, M. Sen et autres, je n'ai pas senti ce déficit de langue. Je pense que, voilà, personnellement, je ne l'ai pas senti. Donc c'est bien. Voilà. Mais bon, voilà. En fait, au-delà même de l'amicale, nous constatons la présence de certains clubs. Est-ce que ces clubs-là sont affiliés à l'amicale ou bien ils ont une accréditation en quelque sorte Non, de vous savez, l'administration? c'est la liberté Dans le club d'association. Oda, etc., des publicistes, il y a la CESPO. C'est la liberté d'association qu'on retrouve dans l'espace universitaire. La liberté d'association est une liberté constitutionnelle qu'on retrouve à l'université. C'est ce que je dis chaque fois aux étudiants, chaque fois qu'ils créent une association des étudiants de finances publiques, l'association des étudiants de sciences politiques, l'association des étudiants de cela, ils viennent dans mon bureau avec tant de documents pour me les donner. Je leur dis, mais vous n'avez pas besoin. Créez toutes les associations que vous voulez. La seule formalité, c'est de prévenir l'autorité décanale que samedi dernier, une assemblée générale s'est tenue pour créer l'association des étudiants ressortissants de Mbour ou des étudiants de cela. C'est tout. Mais c'est la liberté d'association. Nous allons vous accompagner autant que nous pouvons dans la réalisation de vos objectifs. Autant que nous pouvons. Mais encore une fois, le seul organe représentatif des étudiants, c'est l'amicale. Mais les associations sont là. Et là aussi, vraiment, il faut le dire aussi, Mouchenian, depuis quelques années, nous avons vraiment des associations d'étudiants qui œuvrent dans le domaine de la pédagogie. Il faut le dire. C'est le club ODA qui est très actif, qui vraiment fait un travail remarquable. C'est aussi les associations dont vous parlez tout à fait, la CESPO, l'association des étudiants de finances publiques. Ils sont dans le cadre d'une animation scientifique permanente de la fac. Donc ils sont utiles. Non, ce sont des associations très utiles. Parfois, il y a des problèmes maintenant. Ils veulent telle salle, on ne peut pas leur donner. Ils veulent l'amphi de l'ISEC, il y a des cours. Parfois, il y a des frictions avec l'administration, mais de manière générale, je salue leur présence vraiment. Et surtout, la nouvelle orientation, la nouvelle dynamique de leur action, qui est de moins en moins belliqueuse et de plus en plus participative. Et vos relations avec vos collègues, parce que ce n'est pas facile, puisque c'est vous le responsable pédagogique, donc vous êtes appelé à dresser les calendriers, les emplois du temps, qui n'arrangent pas toujours certains profs qui voyagent, qui sont dans d'autres affaires. Bon, le et calendrier... certains aussi se plaignent même, il y a un défaut d'équipement au niveau des bureaux, voilà, tout ça, accès à l'internet, des problèmes d'électricité, comme ça. Bien sûr, ça, ce sont des problèmes qu'on trouve à la fac, qu'on est en train de résorber, mais qui sont assez tenaçants. Vous savez, le calendrier universitaire, sur cette première question-là, il est validé par l'assemblée de faculté. L'assesseur propose, le doyen propose, mais c'est l'assemblée de faculté qui valide en proposant des modifications. Une fois que l'assemblée de faculté a adopté le calendrier universitaire, c'est terminé. Tous les enseignants doivent se soumettre au calendrier universitaire. Le problème matériel maintenant, il est là. Vous savez, la faculté de droit, contrairement à ce qu'on pense, est l'une des 6 facultés qui a le budget le plus faible. Attention, avec la faculté de lettres, nous avons les budgets les plus faibles. Alors que d'autres facultés et d'autres instituts sont à des budgets importants de 2 milliards.
1 milliard Vous êtes 700 vers millions. les 700 millions comme ça. Voilà, vous êtes au courant, je vois que vous êtes au courant. Donc, c'est ça. C'est l'un des budgets les plus faibles. Donc, nécessairement, c'est un budget qui doit permettre de faire face à beaucoup de dépenses concernant les travaux dirigés, le personnel administratif, etc. Donc, il y a quelques retards dans la satisfaction de certains besoins concernant les collègues, particulièrement ceux dont vous parlez. Il y a encore trop de collègues qui n'ont pas de bureau à la fac. Il y a trop de collègues qui ont des bureaux, mais qui ont des bureaux non fonctionnels, des bureaux non encore équipés. Dès le prochain budget, j'espère bien qu'une rémédiation dynamique va être apportée, même si le travail a déjà commencé avec le doyen Batchi. Vraiment, mais il faudra vraiment continuer dans ce sens-là. Et pour la production intellectuelle, on constate que voilà, aux États-Unis, voilà, pour être intellectuel, voilà, si vous êtes enseignant du supérieur, vous avez même l'obligation de produire des ouvrages. Et à votre niveau, avec les collègues, est-ce que voilà, oui, mais il n'y a pas d'obligation à produire des ouvrages. L'enseignant qui veut avancer dans la carrière est tenu et obligé de publier. C'est le seul critère qu'on prend en compte dans le monde universitaire à l'intérieur du CAMES. Lorsque vous quittez un titre universitaire pour un autre titre universitaire, ce sont vos publications qu'on prenne en compte. Lorsque vous quittez le titre d'assistant pour être maître assistant, ce sont vos publications. C'est votre thèse et les travaux que vous avez publiés, les ouvrages et les travaux que vous envoyez au CAMES. effectivement, Le CAMES va donner vos travaux à des Maliens, des Béninois, des Burkinabés, des Camerounais qui vont instruire vos travaux et dire si vous méritez ou non de devenir maître assistant. Une fois que vous devenez maître assistant du CAMES, le prochain titre, le prochain grade, c'est celui de maître de conférence. Là encore, c'est la même chose. Il faut publier encore dans des revues spécialisées, écrire des ouvrages, aller au concours d'agrégation, etc. Et une fois que vous êtes agrégé, vous êtes maître de conférence, pour passer professeur titulaire, c'est la même chose. C'est encore les publications. Donc un enseignant du supérieur ne peut pas progresser. Ne peut pas progresser sur les titres s'il ne publie pas. mais nous avons constaté que certains des enseignants écrivent, voilà, ils préfèrent écrire des articles plutôt, voilà, des ouvrages. Les ouvrages, vous savez, il faut vous renseigner. Si je vous donnais la liste des ouvrages publiés ces 3 dernières années, vous seriez très certainement surpris. Le nombre de collègues qui ont publié des ouvrages de manière récente, le professeur Abdoul Wahab Ndiaye, le professeur Dembassi, le professeur Tal, qui est actuellement au Conseil constitutionnel, et d'autres encore. Peut-être que les étudiants ne sont pas au courant. Il faut faire un tour à l'Harmattan ou au Crédit-là. Cela vous permettra vraiment de voir les ouvrages en droit administratif, en finances publiques, en droit des entreprises, en droit commercial général, dans le domaine du foncier. Le professeur Patrice Badji a publié des ouvrages, le professeur Papta Lafal, etc. Sans compter maintenant les publications qui suivent des colloques, des séminaires, les actes de colloques, les actes de séminaires, etc. Il y a une production scientifique qui est là et qui est dense. Il y a une production scientifique qui est là et qui est importante, mais il faut encore une fois sur cette question restructurer cette production scientifique pour avoir de meilleures retombées des résultats de la recherche en réalité. Mais au fait, j'avais oublié même cette question, le master. Le master, en principe, avec le système LMD, le master, c'est 2 ans, le cycle. Mais on voit, voilà, vraiment ça traîne. Les masters qui traînent, la sélection en master, c'était ça, l'une des causes. Puisque lorsqu'on a trop d'étudiants en master, le taux d'encadrement pose problème. Vous savez, selon les normes, selon les standards internationaux, dans les universités, c'est un enseignant pour 19 étudiants. C'est ça les standards internationaux. Si vous allez dans les grandes universités internationales, Shanghai, Harvard, etc., c'est ça les standards. Nous sommes très loin de ces standards. Lorsqu'on a trop d'étudiants en master, vous savez, au moment où nous parlons, à la faculté de droit, le nombre d'étudiants inscrits en master 2, les inscriptions ne sont pas encore terminées dans certains masters professionnels, mais ces 2 ou 3 dernières années, ce chiffre avoisine 900 ou 1000 étudiants dans les masters 2.
Imaginez-vous que 900 étudiants dans les masters 2, c'est 900 soutenances de mémoire ou de rapport de stage. Et c'est nombreux. Chaque soutenance doit être présidée par un rang A, un enseignant de rang A, agrégé ou professeur titulaire. Titulaire. S'il n'est pas enseignant, si lui-même, l'enseignant qui a dirigé le mémoire est un rang A, il faut un autre rang A. Donc, en réalité, cela ne fait que participer à la lenteur pour boucler les offres de formation en master. Mais il n'y a pas que ces raisons, il y en a d'autres encore. Mais vous pensez que d'ici quelques années... Mais en tout état de cause, c'est une situation anormale. Un bon master est un master qui dure 12 mois. Un bon master, un master correctement fait, est un master qui dure une année. Ça veut dire qu'en une année, les cours doivent être déployés, les évaluations faites, les soutenances faites, et on clôture la session de rattrapage en une année. C'est vers ça que nous tendons. C'est vers ça. C'est ça la normalité. C'est ça la normalité. Tout autre constat est dans la normalité. Il y a beaucoup d'étudiants qui aspirent à écrire une thèse, mais avec la lenteur au niveau du master, voilà, oui, pour l'instant, la situation est variable selon les masters de la faculté de droit. Certains masters sont des masters qui se font en un an top chrono. Le master fiscalité, le master droit maritime. Ce sont des masters qui se font dans des dans de très bonnes conditions. D'autres masters traînent un peu plus, prennent 15 mois, 17 mois. D'autres encore vont jusqu'à 20 mois. 2 ans, c'est très rare maintenant, M. Nian. Oui. Maintenant. 2 ans, c'est très rare à la faculté de droit. Un master qui dure 2 ans, je n'en connais pas. Bien sûr. Ça, il faut le constater. Hein. Il y a vraiment un progrès qui est fait sur le déroulement des enseignements en master. Et nous avons constaté aussi sous votre magistère, vraiment, il y a un redressement qui est très efficace au niveau de la faculté. Maintenant, voilà, beaucoup de choses sont très organisées et voilà, ça fonctionne à merveille. Pratiquement l'émission tire à sa fin. Mais puisque le doyen de la fac va bientôt, voilà, je pense, quitter la direction, voilà, est-ce que vous avez des ambitions pour être doyen? Alors, ça c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Oui, j'ai des ambitions. Oui, je suis assesseur d'un doyen qui ne se représente pas. Voilà. Les élections sont encore un peu loin, hein, vous savez. C'est au mois de juillet. Oui, c'est en fin juillet. Donc presque en début août. Juillet, c'est demain. Oui, mais bon. Il faut se préparer. Il y a déjà une campagne électorale qui a commencé à la fac. J'ai des ambitions. Voilà. Comme d'autres collègues ont des ambitions, il faut laisser les choses se passer tranquillement. Et puis on verra beaucoup plus tard. Donc bonne chance. Mais j'aimerais bien pouvoir continuer ce que j'ai déjà commencé. Monsieur Nian, voilà. Donc bonne chance. Merci. Au fait, d'habitude il y a une question bonus. C'est une dernière question. Qu'est-ce que vous aimez faire le plus de votre temps libre? Alors de mon temps libre, ce que j'aime faire le plus de mon temps libre, je sais pas. Hein. Il y a 2 choses que j'aime énormément faire de mon temps libre. Écouter de la musique et être avec mes moutons. C'est à égalité. Voilà, merci monsieur. Donc, dommage aux Falen et Gayen qui croyaient que vous allez dire du riz aux poissons. Dommage à eux. Vous êtes sur UCAD FM 94.7, la voix de Cheikh Anta Diop, dans votre émission Visite guidée. Nous étions avec le professeur Mohamed Bachir Niang, agrégé de droit privé et assesseur à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop. Merci chers auditeurs, chères auditrices et bonne journée.